arrive très rapidement une nouvelle race de journalistes, enfin pas une race, un nouveau métier, le fact-checker. Leur rôle n'est pas de comprendre et synthétiser les informations à leur disposition, mais de suivre paresseusement leurs cibles en vivant au crochet de leurs travaux. Il me paraît déplorable de ne rien produire, mais de passer son temps sur le derrière des gens qui ne passent pas comme eux pour tenter de les dénigrer. Bonjour à tous, je me présente, je suis Mr Cube, un fact-checker. Je sais très bien comment nous avons été dépeints par Chaillot, et votre méfiance envers nous est tout à fait compréhensible. Cependant, je vous inviterai à faire preuve de bienveillance en suspendant votre jugement. Évidemment, je ne vous invite pas à suspendre votre esprit critique, bien au contraire, car j'aimerais que vous analysiez scrupuleusement chacun des arguments présents dans cette vidéo, qu'ils viennent de moi ou de Chaillot. En somme, je vous invite à remettre les compteurs à zéro, comme si vous ne connaissiez ni moi ni Chaillot, et à ne juger que des arguments apportés. Discuter des arguments avancés par ceux qui publient. Cela va sans dire que je condamne tout harcèlement ou toute insulte, le sujet de la vidéo n'étant pas la personne, mais les arguments et la méthode employée par la personne. On va donc regrouper tout un tas d'indices permettant d'inférer la méthode ayant permis d'affirmer les propos tenus par Chaillot sur la crise Covid. Propos qui m'ont souvent été relayés et présentés comme incroyablement fiables et solides, d'où mon intérêt pour ces derniers. Mais avant de commencer l'enquête, qui est Pierre Chaillot ? Pierre Chaillot est un statisticien diplômé de l'ONSAI et tenant une chaîne YouTube nommée Décoder l'écho, comptant plus de 73 000 abonnés. Quelqu'un de compétent donc en stats sur une chaîne de stats, ça me paraît logique. Sauf que sa popularité augmentera grâce à sa prise de position lors de la crise Covid. J'en veux pour preuve ses remerciements à la fin de son livre. Ce sont ces prises de position à l'encontre du consensus scientifique qui ont été critiquées par les fact-checkers, qu'il comparera alors à des harceleurs de collège, ne cherchant qu'à faire taire toute opposition. Et c'est par cela que nous allons commencer notre analyse. Il paraît tout à fait normal d'encourager les débats contradictoires. Les personnes publiant des articles ou des vidéos sur Internet de façon publique sont nécessairement dans une posture d'échange. Leur rôle n'est pas de comprendre et synthétiser les informations à leur disposition, mais de suivre paresseusement leurs cibles en vivant au crochet de leurs travaux. La publication de petits articles avec les mots « faux »,« debunked » ou autres fake news permettent d'éviter que leur lectorat ne s'égare en lisant une information contraire aux croyances du groupe. Le journalisme en est réduit au niveau des harceleurs de collège où certains groupes prennent le leadership de la classe en choisissant des cibles à exclure du groupe. Enfin, il me paraît déplorable d'encourager un journalisme dont le rôle assumé est de ne rien produire, mais de passer son temps sur le derrière des gens qui ne passent pas comme eux pour tenter de les dénigrer. Mais là, je découvre aussi que c'est une vraie mode qui se lance, où on a des gens, c'est une espèce de parasitose, quoi, qui font pas de contenu, mais qui se contentent d'aller chercher les contenus des autres pour les discréditer et mettre une étiquette complotiste dessus. Si ces propos tenus par Chaillot sont véridiques et que les fact-checkers cherchent à faire taire toute critique, c'est très grave. Mais comme vous le constatez avec cette vidéo, des extraits jalonnent de manière plus ou moins importante le travail d'un fact-checker. Vous êtes donc exposé aux informations de Chaillot, contrairement à ce qu'il nous dit. La publication de petits articles avec les mots « faux »,« debunked » ou autres fake news permettent d'éviter que leur lectorat ne s'égare en lisant une information contraire aux croyances du groupe. Je rajouterai que Chaillot semble assez content de la visibilité fournie par les travaux des fact-checkers. Il nous remercie donc d'une part pour la visibilité, mais dit qu'on invisibilise sa critique d'autre part, qu'on le censure. De la même manière, il incite au débat contradictoire en disant « Il paraît tout à fait normal d'encourager les débats contradictoires. » mais se place en victime des méchants fact-checkers dès que l'on émet une critique argumentée de ses propos. Par exemple, il dit en vidéo que L'épidémie n'a que très légèrement augmenté la mortalité et seulement pour les plus âgés. Les moins de 65 ans n'ont absolument pas eu de hausse de mortalité en 2020 et les plus de 65. Ce qui fut contredit par les décodeurs via plusieurs arguments. Et Chaillot passe très vite dessus à l'aide d'un simple « Ils avaient sobrement repris la vignette de ma vidéo en écrivant « faux » par-dessus, sans apporter d'arguments contredisant ma démonstration.
Cette première partie est toujours composée d'attaques ad hominem. Elle permet de conforter d'emblée le lectorat sur la lecture qui suit. Le monsieur est un menteur, il ne faut pas l'écouter. Ici, Chaillot critique a raison le fait que les fact-checkers ont souvent une présentation au début de l'article, une présentation souvent assez peu flatteuse, qui sert à expliquer le pourquoi de l'article. Mais lui-même présente ses contradicteurs comme de méchants fact-checkers, voulant le faire taire. Notez que toute ma partie ici n'a pas pour but de le discréditer, mais de vous montrer qu'en réalité, il reproduit les mêmes erreurs. Personne n'est parfait, et il n'y a pas de camp du bien ou du mal. J'espère donc pouvoir parler d'argumentaire et de méthode, sans que l'on vienne me dire « Oui, j'ai pas regardé ta vidéo, mais t'es qu'un fact-checker, donc c'est de la D ». Car oui, monsieur Chaillot, les crétins ça existe, et ça existe des deux côtés, malheureusement. Vous trouverez quelques perles de ce genre en commentaire de ma vidéo ayant subi le fact-checking des décodeurs. Des personnes se vantant de n'avoir pas regardé la vidéo, mais venant quand même mettre un post pour dire qu'elle n'est qu'un amas de mensonges complotistes. Je sais, c'est désolant. Maintenant tout le monde dort. Tout le monde dort. Maintenant tout le monde Déjà, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on en faisait tout un pataquès. Et puis, les chiffres n'avaient absolument aucun sens et n'avaient aucun pouvoir, normalement, de créer une panique à quiconque avait la moindre notion de démographie. Au bout d'un mois de pandémie mortelle, en Chine, on annonce 2500 décès, sachant que c'est ce qui décède tous les jours en France. Qu'on réussisse à en compter ce nombre-là au bout d'un mois, c'était parfaitement risible. Pour faire peur, il aurait fallu 10 à 100 fois plus de morts. Commençons par le commencement. Depuis le début de la crise sanitaire, Chaillot ne comprenait pas que l'on puisse paniquer pour 2500 décès. C'est vrai qu'en comparant cela au nombre de morts par jour en hiver, ça paraît dérisoire. Cela étant dit, il faut toujours replacer cela dans le contexte. Le 1er décembre 2019, c'est la date du premier cas en Chine. Au 1er janvier, on ne sait absolument rien sur ce virus et la Chine décide de confiner. Au 5 janvier, l'ARN du virus est séquencé et le CDC alerte du risque de pandémie, et au 9, l'OMS lance alerte. Le 11 janvier, c'est la date du premier décès, et 2 jours plus tard, c'est le premier cas hors Chine. Le 17, on estime 1700 cas en Chine contre les 45 annoncés. Pour faire peur, il aurait fallu 10 à 100 fois plus de morts. Le 20 janvier, on passe de 45 à 201 morts. Et 6 jours plus tard, la Chine annonce que le virus est contagieux lors de sa période d'incubation qui est de 2 semaines. Le 2 février, c'est le premier décès hors Chine. Le 9, on dénombre 11 cas en France. 10 jours plus tard, on franchit le cap des 2000 morts en Chine. Donc, il aura fallu environ 3 mois pour atteindre les 2000 morts. À cause d'un virus dont on ne sait que très peu de choses, contre lequel on n'a aucun remède et qui commence à se propager un peu partout, malgré un confinement. Du 11 janvier au 19 février, on a donc 2000 morts en Chine. Donc, oui, ce que dit Chaillot est véridique. Le souci, c'est le nombre de personnes auxquelles la personne contaminée transmet le virus. Un R023 signifie qu'une personne contamine en moyenne 3 autres personnes. Ces 3 autres personnes vont à leur tour contaminer 3 autres personnes, etc., etc., etc. C'est cela que l'on veut empêcher. On en reparlera dans une prochaine partie. C'est cette propagation exponentielle, couplée à l'absence de remède, qui fait que l'on a pris cette pandémie au sérieux. Lors du pic de la première vague, on avait 500 décès par jour en France. Une augmentation de 20% des décès par rapport aux 2500 de l'hiver. Sur la mortalité, il y avait une dissonance entre le discours qui était prononcé et la réalité des chiffres. C'est 300 morts Covid parmi 1500 est habituel, donc il ne se passe rien. Il faut bien comprendre que ce sont des décès en plus. Et 20% de surmortalité, non, ce n'est pas rien. 20%, il se passe quelque chose. Mukieli nous dit dans le livre de Chaillot, page 2, « Il suffit d'élargir la comparaison à d'autres années antérieures qui ont connu de fortes épidémies de grippe, comme 2015 ou 2017, pour que le résultat de la comparaison soit beaucoup moins dramatique. » Effectivement, si l'on compare les chiffres sur une année où il y a eu une épidémie de grippe particulièrement mortelle, la différence est plus faible que si l'on compare à une année où il ne se passe rien. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de différence. D'ailleurs, ces grippes ont eu des pics plus faibles et une durée plus courte.
Je vous renvoie vers l'article des décodeurs dont on parlait précédemment. Ils avaient sobrement repris la vignette de ma vidéo en écrivant faux par-dessus, sans apporter d'arguments contredisant ma démonstration. Leurs commentaires, c'est peut-être le pire des effets secondaires. Si la télé me dit comment faire, moi je vais faire le contraire. On essaye de voir si le virus ou la bactérie meurt au sein d'un organisme auquel on a apporté le médicament. Et c'est ce que les scientifiques ont vu pour l'hydroxychloroquine avec le Covid-19. Et il est donc complètement légitime qu'un institut comme celui du professeur Raoult, qui a constaté en laboratoire les effets de l'hydroxychloroquine sur le coronavirus, a fait le choix de donner largement ce médicament. Dans cette partie, nous allons donc nous pencher sur l'hydroxychloroquine ou HCQ. Pour vous résumer ce qu'elle nous dit à travers ses vidéos, ou au sein de son livre, on a refusé de traiter les malades avec un remède que l'on connaissait pourtant bien. En arrêtant les soins et en privilégiant les protocoles de fin de vie, on aurait provoqué la mort de tout plein de personnes. Mais cette deuxième affirmation, elle sera pour la partie suivante. Bien, commençons donc avec l'hydroxychloroquine. On essaye de voir si le virus ou la bactérie meurt au sein d'un organisme auquel on a apporté le médicament. Et c'est ce que les scientifiques ont vu pour l'hydroxychloroquine avec le Covid-19. Alors, en vérité, ce qui se passe ici, c'est que l'on constate qu'une forte dose d'hydroxychloroquine peut effectivement tuer le virus. Cela dit, c'est un résultat in vitro. Ça n'a pas été testé dans le vivant. Le souci, c'est qu'une personne, ce n'est pas un tube en verre qui ne réagit pas à la molécule. Une personne, c'est du vivant, et il faut veiller à conserver ce vivant. Un test in vivo doit donc être réalisé avec un protocole rigoureux dont je vous passe les détails, le lien est en description. Ainsi, un test in vitro ne peut qu'affirmer que l'on pourrait potentiellement utiliser l'HCQ comme remède. En France, l'hydroxychloroquine, utilisée depuis 65 ans contre le paludisme notamment, vient d'être interdite pour traiter le Covid-19. L'hydroxychloroquine est utilisée depuis longtemps, et l'on ne connaît que trop bien ses effets secondaires. Pour faire simple, il y a des contre-indications à l'hydroxychloroquine, et ces contre-indications limitent l'utilisation de l'HCQ aux cas les moins sévères de la maladie Covid-19. Ainsi, dire qu'il est donc légitime qu'un institut comme celui du professeur Raoult, qui a constaté en laboratoire les effets de l'hydroxychloroquine sur le coronavirus, a fait le choix de donner largement ce médicament. Ça pose problème. Si le groupe contrôle est constitué de n'importe qui, et que ceux du groupe expérimental est constitué de n'importe qui, sauf de ceux qui sont trop malades pour recevoir l'HCQ, forcément ça pose problème. On n'a pas deux groupes comparables. On a besoin d'un grand nombre de personnes dont on note les caractéristiques et qui sont porteuses de la maladie. Parmi ces personnes, on va choisir un groupe appelé groupe test, complètement au hasard, auquel on va appliquer le traitement. Tout le monde de la même manière. L'autre groupe sera appelé groupe témoin, on lui applique pas de traitement ou alors un traitement déjà bien connu dont on connaît bien les résultats. Il faut donc de chaque côté des personnes cardiaques, non cardiaques, fumeuses, non fumeuses, des hommes, des femmes, de tous les âges, avec des antécédents de maladies pulmonaires, sans maladie pulmonaire, de tout groupe ethnique, puisqu'on sait qu'il existe des fragilités héréditaires, etc. Il faut aussi prendre toutes ces personnes absolument au hasard. En effet, il y a de nombreux critères qui peuvent avoir un impact sur le résultat du traitement et dont on ne connaît pas avant d'avoir fait le test. Par exemple, le fait d'avoir des taux d'hormones particuliers dans le corps. En prenant un grand nombre de personnes au hasard de chaque côté, on peut se dire qu'avec la loi des grands nombres, on aura les mêmes profils de chaque côté. Et c'est la seule manière de faire une comparaison proprement. Si c'est le cas, et ça semble être le cas, on ne peut pas dire que Raoult a constaté les effets de l'HCQ en laboratoire. S'il n'a pas constaté les effets, il n'est pas légitime de donner largement cette molécule à tout le monde, car ne connaissant pas ses effets, il se pourrait que cela soit inutile. Un médicament inutile, du point de vue du patient, c'est les symptômes de la maladie, plus les effets secondaires du médicament. Et du point de vue médical, ce sont des pertes de chance. On rentre donc parfaitement dans le principe de précaution, puisqu'on ne connaît pas les bénéfices, mais que l'on sait qu'il y a un réel danger à l'utilisation de cette molécule. Je me dois d'attirer votre attention sur quelque chose d'important. Chaillot critique uniquement l'étude de Mera et al. Parue dans le Lancet, mais pas les méta-analyses prouvant la dangerosité de l'HCQ, ni les études de Raoult, ni Recovery, ni rien. D'une part donc, il y a une non prise en compte de l'information contradictoire, et d'autre part, Chaillot ne semble pas voir les immenses défauts des études menées par Raoult, alors qu'il semble assez compétent pour voir ceux de Mera.
On en reparlera évidemment en conclusion, vous verrez, ça a toute son importance. Enfin, je finirai cette partie en rappelant que l'HCQ était utile pour tout un tas de virus in vitro, mais que cela n'a jamais fonctionné in vivo. Donc, la seule preuve in vitro n'était clairement pas suffisante pour affirmer quoi que ce soit, et en faisant quelques recherches, on pouvait déjà se douter que ça n'avait pas fonctionné. Y'en a qui ont jamais tort, qui se pavanent et font les fiers. De drôles de volatiles, sûrs de détenir les clés d'une vérité. Pour Chaillot, non seulement on n'a pas traité les malades, mais on les a euthanasiés. C'est ce que je vous disais plus haut. Les GIR, groupes d'intervention rapide, étaient appelés pour tuer des petits vieux qui toussent. C'est du moins ce que nous affirme Chaillot. Là, ce qui s'est passé, on a un rapport de session extraordinaire du Parlement qui nous explique que ce qui se passait, c'est qu'on avait le directeur d'EHPAD qui appelait la PHP pour dire « venez, j'ai un petit vieux qui tousse » et qu'on avait un groupe qui s'appelait le groupe d'intervention rapide qui débarquait rapidement pour injecter le Rivotril. C'est ce qu'il appelle... On appelait le scandale de l'abandon. Pour une fois, je vais vous parler de la recherche que j'ai effectuée, car ça a son importance, vous verrez. J'ai tout d'abord recherché le rapport de session du Parlement dont il était question, et je l'ai lu. Orienté par la vision de Chaillot, je me disais « c'est quand même troublant ». Mais avant de céder à la panique, vérifions. On va chercher tranquillement des chiffres. Eh bien, on parvient à garder son calme et à ne pas rentrer dans l'hystérie. Je tombe alors sur plusieurs sources, qui expliquent que l'on ne tue pas les petits vieux qui toussent, mais que l'on accompagne des patients mourants en fin de vie. Même si la personne a la Covid, si elle a des chances non négligeables de s'en sortir, on lui laisse une chance. Justement car le Rivotril est contre-indiqué lors d'insuffisance respiratoire, donc avant de l'utiliser, on doit être sûr de ne pas faire perdre ses chances aux patients. Et en relisant le rapport à nouveau, on comprend bien mieux ce qui s'y dit et tout colle davantage. Ce qui est très intéressant ici, c'est que Chaillot semble ne s'être basé que sur ce rapport, avec une vision déjà orientée, et qu'il y a vu une preuve de ce qu'il voulait prouver, sans chercher pendant 10 minutes d'autres sources ou d'explications contradictoires. Il ne semble pas avoir cherché à décharge. Chaillot et moi pouvons nous mettre d'accord sur l'état désastreux du système de santé français. Effectivement, le système de santé mériterait plus de moyens. Ça paraît bateau quand je le dis, car c'est évident. Chaillot nous dit, si je dois résumer, que 2% de l'activité hospitalière c'était du Covid, que c'est peu, et donc que l'hôpital n'était pas vraiment saturé, ou s'il l'était, c'était la faute à certaines mesures. Cette histoire de l'engorgement des hôpitaux, il est chronique depuis une vingtaine d'années, on va dire, chaque hiver. Pourquoi à ce moment-là, on en fait la raison statistique, en disant attention, on a besoin de lits. Sauf que, premièrement, un système déjà limité n'a pas besoin d'avoir un afflux supplémentaire, ne serait-ce que faible. Cela pourrait engendrer des non-prises en charge, et donc une plus haute mortalité. Deuxièmement, Chaillot oublie que ce pourcentage concerne le nombre de patients. Un patient Covid nécessite un séjour plus long. Page 6 de rapport de l'ATIH ou 56 de son livre, on constate sur le graphique que l'on passe de 2 à 4%. Ça double certes, mais ça reste faible, donc pourquoi pas. Troisièmement, on parle ici d'hospitalisation et non de lits en soins critiques ou en réanimation. Les pourcentages d'occupation en nombre de journées représentent jusqu'à 19% en réanimation. Enfin et surtout, n'oublions pas que des mesures ont été prises afin de limiter la propagation du virus, comme le port du masque ou le confinement. On en parlera dans la prochaine partie. En attendant, finissons-en avec ce que nous dit Chaillot sur les hôpitaux. Mi-février, Orsan-Reb, il n'y a que 38 hôpitaux habilités. Il passe à 108 au bout d'une semaine, et donc plan blanc, vous virez tout le monde de l'hôpital, et à la place, on va accueillir que du Covid-19 partout, à condition d'avoir créé une aile spéciale dans l'hôpital, isolée du reste Covid-19. Ok, donc, je résume. Les hôpitaux ne sont pas saturés par les cas Covid. C'est l'état déplorable, couplé à de mauvaises décisions, durant la crise, qui ont provoqué cette saturation. D'une part, tous les hôpitaux n'ont pas un plateau technique jugé apte à traiter les patients Covid. D'autre part, le risque de ne pas réserver une aile spéciale au Covid, c'est que ma grand-mère de 80 ans, qui est tombée dans l'escalier, arrive à l'hôpital pour une opération qui se fait ma foi très bien,
et repart dans un corbillard à cause de la Covid-19. Entendons-nous bien, certaines mesures n'avaient aucun sens, d'autres sont arrivées trop tard, et on nous a même menti sur nos stocks de masques. Mais critiquer un point plus ou moins logique, ça vous ridiculise vous, vos critiques, mais aussi les critiques fondées de professionnels de santé. Bien, cette partie va se pencher sur nombre d'affirmations de Chaillot. Pour Chaillot, le confinement serait inutile, car permettant de stopper une propagation exponentielle imaginaire. Le mérite de la baisse de la mortalité observée reviendrait à l'arrivée des beaux jours. Je cite Chaillot, page 121 de son livre. En effet, puisqu'ils veulent montrer que le confinement casse l'exponentielle imaginaire. Notez qu'on parle bien d'imaginaire ici. Je continue avec la page 16. L'état de mes connaissances me faisait conclure que nous avions vécu une méchante grippe tardive. Elle s'était arrêtée avec l'arrivée des beaux jours en avril 2020. Ce qui était rassurant car les épisodes de mortalité hivernaux s'arrêtent toujours aux beaux jours. Il me semblait exagéré d'attribuer les mérites de la baisse de la mortalité à un confinement qui précédait de peu les beaux jours. Il est donc étonnant de constater que la diminution de la mortalité correspond à ce que l'on observerait avec un arrêt important de la transmission du virus dès le confinement. Avec, au début du confinement, la diminution de la propagation. 2 semaines plus tard, le pic de mortalité, dû d'une part à l'augmentation exponentielle du nombre de cas et d'autre part à la diminution du nombre de cas, le pic étant décalé de 2 semaines après la mesure, soit le temps que met la maladie à tuer les patients, en moyenne, évidemment. Il est d'autant plus étonnant que, lors du deuxième confinement, on a observé la même chose, sans l'arrivée des beaux jours, puisqu'il a lieu du 30 octobre au 15 décembre. Enfin, le fait que la propagation d'un virus est exponentielle ne vient pas de nulle part. Comme vu précédemment, une personne transmettant le virus à 3 autres personnes et ainsi de suite, c'est exponentiel. Voici par exemple un modèle de propagation. En rouge, la population susceptible d'attraper la maladie. En bleu, les malades. Et en vert, ceux ayant déjà eu la maladie et créé des anticorps contre le virus. J'en profite pour répondre à Jean-Dominique Michel dans Hold Up. Ce dernier disait, pour nier la deuxième vague, que les épidémies avaient toute cette forme de cloche. Si la population n'a pas atteint un seuil d'immunisation suffisant, alors la maladie peut à nouveau se propager. En faisant diminuer sa propagation via le confinement par exemple, on évite un pic de mortalité trop élevé, donc une trop forte saturation des hôpitaux et donc une non prise en charge, causant davantage de morts. Mais ce faisant, on n'expose pas toute la population au virus. Et donc, deuxième vague, troisième vague, juste à temps que toute la population soit immunisée. On peut aussi ajouter dans ce modèle l'impact des vaccins dans l'immunisation collective. Revenons donc à Chaillot. Page 242, Chaillot nous dit « Les enfants sont les premières victimes de cette situation, déclarés coupables et condamnés comme les adultes à porter les masques toute la journée. Toujours sans preuve, mais uniquement à cause de théories trouvant péniblement des appuis sur des statistiques orientées. Pour lui donc, les masques n'ont jamais démontré leur efficacité. Outre le fait que des malades, toussant dans des boîtes de pétri, ont prouvé l'efficacité des masques. On a souvent utilisé ces derniers dans des contextes hospitaliers. Le principe est simple, limiter la propagation de germes lors de la respiration. Cela étant dit, la question de l'utilité des masques peut se poser effectivement, car il existe notamment des trous sur le côté du masque. En plus de cela, le sentiment de sécurité observé chez les utilisateurs qui n'ont pas compris que le masque ne protège pas son porteur mais du porteur est un réel problème, pouvant créer des conduites à risque. C'est d'ailleurs ce que voulait dire Fauci lors d'une interview, que nombre d'anti-masques ont interprété comme « Alors oui, ça veut dire que les masques ils sont inutiles quoi ». En réalité, s'ils évitent en partie la transmission, ce n'est pas la mesure miracle qui évitera tout souci. On peut cependant constater l'utilité des mesures, comme le confinement et le masque, sur les épidémies hivernales. Et une mesure moyennement efficace vaut mieux qu'aucune mesure du tout. Enfin, parlons des vaccins. Ah bah alors ça, on peut aller sur ce terrain-là, mais on a tous les gouvernants
qui derrière et les journalistes qui font la promotion en disant regardez, il n'y a plus de forme grave et puis on peut plus transmettre. C'est complètement fou ce qui s'est passé à ce niveau-là. Et quand on compare les décès toutes causes au bout du bout des gens qui ont été suivis, il y a plus de décès du côté des vaccinés. Et il y a plus de malades chez les vaccinés. Des symptômes Covid-19. Ils appellent ça des effets indésirables vaccinaux. Premièrement, si l'étude de Pfizer ne concerne pas la transmission ou les formes graves, elle démontre une efficacité. Ce sont des études ultérieures qui ont montré la réduction de la charge nasopharyngée et des formes graves. Deuxièmement, il serait bon d'avoir vos sources. Dire qu'il y a plus de décès chez les vaccinés, c'est bien beau. Mais si l'on ne prend pas les chiffres bruts, on constate que sur le même nombre de personnes, les vaccinés meurent moins. On constate, d'ailleurs, la même chose concernant le nombre d'hospitalisations. Enfin, il existe bel et bien des effets secondaires semblables aux symptômes de la Covid-19. C'est lié au fait que les vaccins, y compris à ARN messager, ont pour but d'introduire dans le corps l'agent pathogène. Cet agent est évidemment affaibli et sert d'entraînement pour nos défenses immunitaires. Ainsi, les effets secondaires d'un vaccin sont généralement ceux de la maladie dont il nous protège, mais de moindre intensité. La science est vivante. Il est parfaitement stupide de sanctionner des paroles jugées fausses aujourd'hui selon les théories les plus communément admises, mais qui pourraient être jugées vraies demain. Donc, résumons. Il est parfaitement stupide de sanctionner une affirmation contraire à la science, car celle-ci évolue. Les résultats d'aujourd'hui ne seront peut-être pas ceux de demain. Bon, commençons par ma pensée sur la censure. Je suis contre. Une critique constructive et sourcée me semble une alternative plus saine. C'est un peu comme si je tenais une chaîne de fact-checking qui avait été censurée par des puissances qui me dépassent. Comme un groupe générant plusieurs milliards de profits, qui eût cru que je n'étais pas qu'un méchant fact-checker? Incroyable. Révélation. Je suis sur le cul. Bien. Maintenant, parlons du discours relativiste du « tout se vaut car la science évolue ». Si demain, un de vos proches a un cancer, et que je vous propose, je sais pas, un café qui aurait la capacité de guérir des cancers, je vous fais donc une affirmation insuffisamment éprouvée sur un sujet de santé. Que ce soit pour vous soutirer de l'argent en vendant un café à prix d'or, ou par croyance honnête et sincère, je vous propose quand même une solution qui a peu de chances de fonctionner. Tout en vous demandant possiblement d'arrêter un traitement qui a de grandes chances de fonctionner. Alors certes, il y a un monde dans lequel mon café est réellement efficace, mais ne serait-il pas dommage d'engager son pronostic vital sur un jet de dés sur lequel on a de grands risques de perdre? Tout le principe de l'utilisation de la science en médecine, c'est de maximiser les chances de survie du patient et de lui proposer les remèdes les plus adaptés. Donc, quand Booba affirme des trucs faux, jusqu'à preuve du contraire, devant un public assez important, ce sont possiblement des pertes de chance futures. Si le débat est bienvenu en science, celui-ci doit se faire entre les membres de la communauté scientifique et non sous les projecteurs de plateaux télé. Ce débat, une fois réglé via des publications scientifiques ayant une méthode rigoureuse, permettra la création d'un consensus qui pourra alors affirmer que, jusqu'à preuve du contraire, il se passe ceci ou il se passe cela. Ça ne se fait pas via des vidéos d'une chaîne YouTube d'un IHU ou d'un statisticien, ni via la vente de livres divers et variés. Et justement, la prochaine partie est dédiée au livre de Chaillot. Le livre de Chaillot est constitué d'affirmations que l'on retrouve dans ses différentes vidéos, live et interviews. C'est un recueil, ma foi, bien pratique si vous n'avez pas la volonté de regarder toutes les vidéos de sa chaîne. Je l'aurais su, honnêtement, j'aurais commencé par là. S'ajoute à cela une préface de Laurent Micheli et une postface de Laurent Toubiana. Si je vous recommande chaudement le livre si vous vous penchez sur les travaux de Chaillot, à condition évidemment de vérifier car à présent il ne me semble plus à démontrer que certaines erreurs se sont glissées malgré la volonté de Chaillot de faire un travail rigoureux, je vous conseillerais aussi de sauter les deux parties des Laurent. La préface est, je trouve, très étrangement rythmée, et nous rappelle sans cesse que, oui, Chaillot va prouver que. Je trouve cela extrêmement frustrant.
Car le but de ce livre, ce sont justement ces démonstrations. On passe donc beaucoup de temps à voir Mukeli agiter la carotte, ceci entrecoupé d'autopromo et d'affirmations sans source réellement solide. Ainsi, pour en savoir plus, il vous faudra dépenser la somme de 8,99€ plus 21,99€ pour un total de 30,98€ pour les livres de Mukeli. On vous y conseille aussi le livre de Toubiana à 11,99€, montant le total à 42,97€. De base, je voulais juste m'acheter un livre à 13 balles, moi. C'est tout. Là, j'en ai pour le prix d'un AAA. Et je précise que ce sont les versions numériques, les versions les moins chères. Ça gonfle donc assez vite durant cette préface, d'autant qu'il n'y a que peu d'articles scientifiques cités pour prouver les dires de monsieur, qui ne semble se contenter que de livres. Nous rappelant que Chaillot n'a écrit qu'un livre, et non un papier scientifique revu et validé par ses pairs. Quant à la postface, c'est l'histoire de Toubiana, qui continue de brosser le portrait dans le même sens que ses deux compères, en disant notamment que le confinement ne repose sur aucun principe scientifique. En admettant qu'il ait raison sur ce point, il est aisé de constater l'efficacité du confinement. Une telle erreur aurait dû être corrigée ou supprimée, à croire que Toubiana n'en avait cure de la volonté de rigueur de Chaillot. Chaillot, du coup, qu'on ne jugera pas sur ça, mais sur tout le reste, sur tout ce qu'il a dit et sur tout ce qu'il a acquiescé. Avant de passer aux conclusions, sachez que le livre de Chaillot contient plein de graphiques que je ne peux pas analyser dans cette vidéo, sans quoi elle durerait facilement 3 heures. Prenons un exemple rapide, ce graphique, page 34. Chaillot nous dit que les années 2019, 2020, 2021 sont le trio d'années dans lesquelles la mortalité a été la plus faible en France. Rien ne nous renvoie vers une note en bas de page. Je suppose donc, en l'absence de spécification, qu'il s'agit là de la population globale. Il serait plus intéressant de prendre les personnes de plus de 40 ans par exemple, car plus l'on descend dans les tranches d'âge, moins il y a de risques de mourir. On noie donc la surmortalité dans la moyenne. Cela est aussi vrai lorsque l'on prend toute l'année, sans prendre en compte que certaines mesures ont été prises. Ainsi, on a certes les données des pics de mortalité, mais noyées dans les données des moments où il y a peu de mortalité. Chaillot noie la surmortalité dans le reste des données et s'étonne qu'on ne constate pas d'augmentation de la mortalité. Donc, si les défenseurs de monsieur Chaillot veulent un deuxième round, voire un troisième et un quatrième, pas de souci, j'ai des trucs à redire sur la quasi-intégralité des données apportées par Chaillot. C'est juste que je n'ai pas le temps. Cette vidéo sort déjà bien en retard, et ça va me demander encore plein de montage à faire, donc voilà. Nous allons maintenant passer en revue chaque indice permettant d'inférer la méthode de Chaillot. Dans la première partie de Fainéant Parasite, je constate ce que j'appelle une stratégie d'immunisation. En clair, en affirmant directement que ces contradicteurs sont des censeurs sans arguments, il évite de se confronter à ces 10 arguments. Une contradiction, et Chaillot devrait le savoir, permet de voir et de corriger des erreurs afin de ne pas accepter n'importe quoi comme étant vrai. Pourtant, il fait la confusion entre critique et censure, notamment dans son livre, page 16. Je cite. L'autre censure est venue des réponses d'autres médias. J'ai découvert l'existence de youtubeurs bien pensants qui passent leur temps à faire la chasse aux propos qui ne sont pas dans leur moule. Leurs vidéos sont bien vues par la plateforme. Le succès de ma vidéo fait de moi une cible sur laquelle il fallait rapidement inscrire un nom en fer rouge, complotiste. En gros, c'est ce qu'il dit dans l'interview moderne, quoi. Il fait d'ailleurs la même chose avec sa vidéo réponse concernant ce que dit la tronche en biais dans un format live. Plus d'informations dans cette vidéo qui devrait sortir dans 2 semaines, histoire que celle-ci soit déjà un maximum. Sinon vous aurez déjà la vision orientée, donc ça sert à rien. Si Chaillot ne semble pas pouvoir constater d'erreur à cause de sa méthode, ce n'est pas un souci s'il est parfait. Hélas, personne n'est parfait, et la méthode de Chaillot semble en plus de cela propice à l'erreur. En effet, certaines erreurs sont facilement évitables. Par exemple, il nous dit que le rapport de la TIH affirme que les patients Covid représentent 2% de la fréquentation hospitalière, ce qui est vrai. Sauf que, comme on l'a vu précédemment, ils représentent 19% de l'occupation des lits en réanimation. D'une part, Chaillot n'a pas les compétences médicales pour connaître la différence entre les deux,
et donc il doit faire des recherches plus poussées pour vérifier qu'il ne fait pas d'erreur. D'autre part, Chaillot semble ignorer ces informations contradictoires, car l'information des 19%, elle est donnée dès la 6e page du rapport, que l'on retrouve aussi dans son livre, mais il ignore ces 19%. Il n'en parle jamais. C'est aussi ce que l'on constate très bien avec l'hydroxychloroquine, lorsqu'il ne donne que des éléments venant appuyer son récit. Ce que je prenais pour un manque de recherche ne semble pas être un manque de recherche, puisqu'il a bien lu le rapport de la TIH, il a mis des graphiques et tout, il semble avoir fait des recherches assez correctes. En fait, ça viendrait plutôt de sa volonté de ne pas lire les contradicteurs, notamment l'AFP. Et qu'on reste calme, qu'on va chercher tranquillement des chiffres d'autres sources que l'AFP et les sources gouvernementales, eh bien on parvient à garder son calme et à ne pas rentrer dans l'hystérie. Le tout associé à un manque d'expertise dans le domaine de la santé. Pour appuyer cela, je prendrai l'exemple de l'étude de Raoult et Mérin. Outre les erreurs assez grossières concernant son groupe contrôle, ce qui est souvent reproché à Raoult, ce sont en fait ces critères permettant de conclure si le malade est rétabli ou non. En se basant sur des critères comme la PCR, qui ne sont pas des critères dits cliniques, eh bien, on ne dit rien en fait de l'état du patient. Pour savoir cela, ils font donc un certain nombre de connaissances, qui relèvent du domaine de la santé, connaissances que M. Chaillot n'a pas. Pour critiquer Mérin et Hall, Chaillot n'utilise d'ailleurs pas ce genre de critique, et reste sur des statistiques. Cela expliquerait donc, en partie du moins, ses erreurs. Il n'est expert qu'en stats, et ne se fie qu'aux stats. Je finirai donc par cette phrase bien sentie de Chaillot. Et quand on comprend ce qu'on est en train de compter, on comprend la manière dont on va Se tromper. En résumé, Chaillot est certes compétent en statistiques, mais il ne sait pas ce qu'il compte. Il s'étonne alors que les experts du domaine lancent l'alerte, ne soignent pas avec des remèdes illusoires et ne disent pas comme lui. Alors il cherche des preuves allant dans son sens. Il cherche et il publie. Mais lorsqu'il publie, on le rappelle à la réalité. Non, monsieur Chaillot, vos interprétations ne prennent pas en compte un grand pan des connaissances actuelles. Alors il se réfugie dans son coin et affirme que ceux qui disent ça le dénigrent, tentent de le faire taire, pour on ne sait quelle raison. Mais ne trouvez-vous pas cela très étrange, cher auditeur, qu'une personne compétente et rigoureuse comme Chaillot n'arrive pas à démontrer ses dires à la communauté scientifique? Ne trouvez-vous pas cela étrange qu'il ne publie pas de papier scientifique, mais un simple livre? Et après il s'étonne qu'on ne croit pas, alors qu'il ne tente pas de prouver ses dires au travers d'articles rigoureux. Il parlait notamment de l'article publié par Henrion Code, qui n'était paru dans aucune revue scientifique à comité de lecture. Donc, il sait qu'on va le tailler dessus, il sait qu'on ne va pas le croire. Alors pourquoi? Pourquoi ne pas publier d'articles scientifiques? Simplement car il ne peut pas. Un tel article, s'il était fait avec une méthode rigoureuse, lui permettrait de prétendre à une revue prestigieuse. Mais il n'en fait rien, car ses dires ne tiennent pas. Ces dires ne tiennent déjà pas face aux méchants fact-checkers. Comment voulez-vous qu'ils tiennent face aux experts crédules et corrompus? Et c'est ainsi qu'il s'enferme dans une réalité alternative où il est un résistant, là où en réalité il lutte contre des mesures qui ont sauvé des vies et pour des remèdes qui ont causé des morts.